Nos fiançailles avaient pris une allure de procès et donnaient à Albertine la timidité d'une coupable. Maintenant, elle changeait la conversation quand il s'agissait de personnes, hommes ou femmes, qui ne fussent pas de vieilles gens. C'est quand elle ne soupçonnait pas encore que j'étais jaloux d'elle, que j'aurais dû lui demander ce que je voulais savoir. Il faut profiter de ce temps-là. C'est alors que notre amie nous dit ses plaisirs, et même les moyens à l'aide desquels elle les dissimule aux autres. Elle n'eut plus avoué maintenant, comme elle avait fait à Balbec, moitié parce que c'était vrai, moitié pour s'excuser de ne pas laisser voir davantage sa tendresse pour moi, car je la fatiguais déjà alors, et elle avait vu, par ma gentillesse pour elle, qu'elle n'avait pas besoin de m'en montrer autant qu'aux autres pour obtenir plus que d'eux. Elle ne m'aurait plus avoué maintenant, comme alors. Je trouve ça stupide de laisser voir qu'on aime. Moi, c'est le contraire. Dès qu'une personne me plaît, j'ai l'air de ne pas y faire attention, comme ça, personne ne sait rien. Comment? C'était la même Albertine d'aujourd'hui, avec ses prétentions à la franchise et d'être indifférente à tous qui m'avait dit ça? Elle n'eût plus énoncé cette règle maintenant. Elle se contentait, quand elle causait avec moi, de l'appliquer, en me disant de telle ou telle personne qui pouvait m'inquiéter « Ah, je ne sais pas, je ne l'ai pas regardée, elle est trop insignifiante. » Et de temps en temps, pour aller au-devant des choses que je pourrais apprendre, elle faisait de ses aveux que leur accent, avant que l'on connaisse la réalité qu'ils sont chargés de dénaturer ou d'innocenter, dénonce déjà comme étant des mensonges. Albertine ne m'avait jamais dit qu'elle me soupçonnât d'être jaloux d'elle, préoccupée de tout ce qu'elle faisait. Les seules paroles, assez anciennes il est vrai, que nous avions échangées relativement à la jalousie, semblaient prouver le contraire. Je me rappelais que par un beau soir de clair de lune, au début de nos relations, une des premières fois où je l'avais reconduite et où j'eusse autant aimé ne pas le faire et la quitter pour courir après d'autres, je lui avais dit « Vous savez, si je vous propose de vous ramener, ce n'est pas par jalousie. Si vous avez quelque chose à faire, je m'éloigne discrètement. » Et elle m'avait répondu « Oh, je sais bien que vous n'êtes pas jaloux, et que cela vous est bien égal, mais je n'ai rien à faire qu'à être avec vous. » Une autre fois, c'était à la Raspelière, où M. de Charlus, tout en jetant à la dérobée un regard sur Morel, avait fait ostentation de galante amabilité à l'égard d'Albertine. Je lui avais dit « Eh bien, il vous a serré d'assez près, j'espère. » Et comme j'avais ajouté, à demi ironiquement, « J'ai souffert toutes les tortures de la jalousie. » Albertine, usant du langage propre soit au milieu vulgaire d'où elle était sortie, soit au plus vulgaire encore qu'elle fréquentait, « Quel chineur vous faites! Je sais bien que vous n'êtes pas jaloux. D'abord vous me l'avez dit, et puis ça se voit aller. » Elle ne m'avait jamais dit depuis qu'elle eût changé d'avis. Mais il avait dû pourtant se former en elle à ce sujet bien des idées nouvelles, qu'elle me cachait, mais qu'un hasard pouvait malgré elle trahir, car ce soir-là, quand une fois rentrée après avoir été la chercher dans sa chambre et l'avoir amenée dans la mienne, je lui eus dit, avec une certaine gêne que je ne compris pas moi-même, car j'avais bien annoncé à Albertine que j'irais dans le monde, et je lui avais dit que je ne savais pas où, peut-être chez madame de Villeparisis, peut-être chez madame de Guermantes, peut-être chez madame de Cambremer. Il est vrai que je n'avais justement pas nommé les Verdurins. Devinez d'où je viens? De chez les Verdurins. J'avais à peine eu le temps de prononcer ces mots qu'Albertine, la figure bouleversée, m'avait répondu par ceux-ci, qui semblèrent exploser d'eux-mêmes avec une force qu'elle ne put contenir. Je m'en doutais. Je ne savais pas que cela vous ennuierait que j'aille chez les Verdurins.
Il est vrai qu'elle ne me disait pas que cela l'ennuyait, mais c'était visible. Il est vrai aussi que je ne m'étais pas dit que cela l'ennuierait. Et pourtant, devant l'explosion de sa colère, comme devant ces événements qu'une sorte de double vue rétrospective nous fait paraître avoir déjà été connus dans le passé, il me sembla que je n'avais jamais pu m'attendre à autre chose. M'ennuyer ? Qu'est-ce que cela vous voulez que ça me fiche ? Voilà qui m'est équilatéral. Est-ce qu'il ne devait pas avoir mademoiselle Vinteuil ? Hors de moi à ces propos. Vous ne m'aviez pas dit que vous l'aviez rencontrée l'autre jour, lui dis-je, pour lui montrer que j'étais plus instruit qu'elle ne pensait. Croyant que la personne que je lui reprochais d'avoir rencontrée sans me l'avoir racontée, c'était madame Verdurin et non, comme je voulais dire, mademoiselle Vinteuil. « Est-ce que je l'ai rencontrée ?» demanda-t-elle d'un air rêveur, à la fois à elle-même, comme si elle cherchait à rassembler ses souvenirs, et à moi, comme si c'était moi qui eusse dû lui apprendre. Et sans doute, en effet, afin que je dise ce que je savais, peut-être aussi pour gagner du temps, avant de faire une réponse difficile. Mais si j'étais préoccupée par mademoiselle Vinteuil, je l'étais encore plus d'une crainte qui m'avait déjà effleurée, mais qui s'emparait maintenant de moi avec force. La crainte qu'Albertine voulût sa liberté. En rentrant, je croyais que madame Verdurin avait purement et simplement inventé par gloriole la venue de mademoiselle Vinteuil et de son amie, de sorte que j'étais tranquille. Seule Albertine, en me disant « Est-ce que mademoiselle Vinteuil ne devait pas être là ?» m'avait montré que je ne m'étais pas trompée dans mon premier soupçon. Mais enfin, j'étais tranquillisée là-dessus pour l'avenir, puisqu'en renonçant à aller chez les Verdurin et en se rendant au Trocadéro, Albertine avait sacrifié mademoiselle Vinteuil. Mais au Trocadéro, que du reste elle avait quitté pour se promener avec moi, il y avait eu, comme raison de l'en faire revenir, la présence de Léa. En y pensant, je prononçais ce nom de Léa, et Albertine, méfiante, croyant qu'on m'en avait peut-être dit davantage, prit les devants et s'écria avec volubilité, non sans cacher un peu son front. « Je la connais très bien. Nous sommes allés l'année dernière avec des amis la voir jouer. Après la représentation, nous sommes montés dans sa loge. Elle s'est habillée devant nous. C'était très intéressant. » Alors ma pensée fut forcée de lâcher mademoiselle Vinteuil, et dans un effort désespéré, dans cette course à l'abîme des impossibles reconstitutions, s'attacha à l'actrice, à cette soirée où Albertine était montée dans sa loge. D'autre part, après tous les serments qu'elle m'avait faits, et d'un ton si véridique, après le sacrifice si complet de sa liberté, comment croire qu'en tout cela il y eût du mal ? Et pourtant mes soupçons n'étaient-ils pas des antennes dirigées vers la vérité ? Puisque si elle m'avait sacrifié les Verdurin pour aller au Trocadéro tout de même, chez les Verdurin, il avait bien dû y avoir mademoiselle Vinteuil. Et au Trocadéro, il y avait eu Léa, qui me semblait m'inquiéter à tort, et que pourtant, dans cette phrase, que je ne lui demandais pas, elle déclarait avoir connu, sur une plus grande échelle que celle où eussent été mes craintes, dans des circonstances bien louches. Car qui avait pu l'amener à monter ainsi dans sa loge ? Si je cessais de souffrir par mademoiselle Vinteuil, quand je souffrais par Léa, ces deux bourreaux de ma journée, c'est soit par l'infirmité de mon esprit à se représenter à la fois trop de scènes, soit par l'interférence de mes émotions nerveuses dont ma jalousie n'était que l'écho. J'en pouvais induire qu'elle n'avait pas plus été à Léa qu'à mademoiselle Vinteuil, et que je ne croyais à Léa que parce que j'en souffrais encore. Mais parce que mes jalousies s'éteignaient, pour se réveiller parfois l'une après l'autre, cela ne signifiait pas non plus qu'elles ne correspondissent pas, au contraire, chacune, à quelque vérité pressentie, que de ces femmes il ne fallait que je me dise aucune, mais toutes.
Je dis pressenti, car je ne pouvais pas occuper tous les points de l'espace et du temps qu'il eût fallu. Et encore, quel instinct m'eût donné la concordance des uns et des autres pour me permettre de surprendre Albertine ici, telle heure avec Léa, ou avec les jeunes filles de Balbec, ou avec l'amie de Madame Bontemps qu'elle avait frôlée, ou avec la jeune fille du tennis qui lui avait fait du coude, ou avec Mademoiselle Vinteuil. Je dois dire que ce qui m'avait paru le plus grave et m'avait le plus frappé comme symptôme, c'était qu'elle alla au-devant de mon accusation. C'était qu'elle m'eût dit « Je crois qu'ils ont eu Mademoiselle Vinteuil ce soir. » Ainsi, à quoi j'avais répondu le plus cruellement possible, « Vous ne m'aviez pas dit que vous l'aviez rencontrée. » Ainsi, dès que je ne trouvais pas Albertine gentille, au lieu de lui dire que j'étais triste, je devenais méchant. Il y eut alors un instant où j'eus pour elle une espèce de haine qui ne fit qu'aviver mon besoin de la retenir. « Du reste, lui dis-je avec colère, il y a bien d'autres choses que vous me cachez, même dans les plus insignifiantes, comme par exemple votre voyage de 3 jours à Balbec. Je le dis en passant. » J'avais ajouté ce mot « je le dis en passant » comme complément de même les choses les plus insignifiantes, de façon que si Albertine me disait « Qu'est-ce qu'il y a eu d'incorrect dans ma randonnée à Balbec ?» je puisse lui répondre « Je ne me rappelle plus, ce qu'on me dit se brouille dans ma tête, j'y attache si peu d'importance. » Et en effet, si je parlais de cette course de 3 jours qu'elle avait fait avec le mécanicien jusqu'à Balbec, d'où ces cartes postales m'étaient arrivées avec un tel retard, j'en parlais tout à fait au hasard et je regrettais d'avoir si mal choisi mon exemple, car vraiment, ayant à peine eu le temps d'aller et de revenir, c'était certainement celle de leur promenade où il n'y avait pas eu même le temps que se glissa une rencontre un peu prolongée, avec qui que ce fût. Mais Albertine crut, d'après ce que je venais de dire, que la vérité vraie je la savais, et lui avait seulement caché que je la savais. Elle était donc restée persuadée depuis peu de temps que par un moyen ou un autre je la faisais suivre, ou enfin que, d'une façon quelconque, j'étais, comme elle avait dit la semaine précédente à André, plus renseignée qu'elle-même sur sa propre vie. Aussi elle m'interrompit par un aveu bien inutile, car certes, je ne soupçonnais rien de ce qu'elle me dit, et j'en fus en revanche accablé, tant peut-être grand l'écart entre la vérité qu'une menteuse a travestie et l'idée que d'après ses mensonges, celui qui aime la menteuse s'est faite de cette vérité. À peine avais-je prononcé ces mots, votre voyage de 3 jours à Balbec, je le dis en passant, Albertine, me coupant la parole, me déclara, comme une chose toute naturelle, « Vous voulez dire que ce voyage à Balbec n'a jamais eu lieu, bien sûr ? Je me suis toujours demandé pourquoi vous aviez fait celui qui y croyait. C'était pourtant bien inoffensif. Le mécanicien avait affaire pour lui pendant 3 jours. Il n'osait pas vous le dire. Alors par bonté pour lui, c'est bien moi. Et puis, c'est toujours sur moi que ça retombe, ces histoires-là. J'ai inventé un prétendu voyage à Balbec. Il m'a tout simplement déposé à Auteuil, chez mon ami de la rue de l'Assomption, où j'ai passé les 3 jours à me raser à 100 sous de l'heure. Vous voyez que c'est pas grave. Y a rien de cassé. J'ai bien commencé à supposer que vous saviez peut-être tout, quand j'ai vu que vous vous mettiez à rire à l'arrivée avec 8 jours de retard des cartes postales. Je reconnais que c'était ridicule, et qu'il aurait mieux valu pas de cartes du tout. Mais ce n'est pas ma faute. Je les avais achetées d'avance et données au mécanicien avant qu'il me dépose à Auteuil. Et puis ce veau-là les a oubliées dans ses poches, au lieu de les envoyer sous enveloppe à un ami qu'il a près de Balbec et qui devait vous les réexpédier. Je me figurais toujours qu'elles allaient arriver. Lui s'en est seulement souvenu au bout de 5 jours. Et au lieu de me le dire, le nigaud les a envoyées aussitôt à Balbec. Quand il m'a dit ça, je lui en ai cassé sur la figure, allez. Vous préoccupez inutilement,
par la faute de ce grand imbécile, comme récompense de m'être cloîtrée pendant 3 jours pour qu'il puisse aller régler ses petites affaires de famille. Mais je n'osais même pas sortir dans Auteuil de peur d'être vue. La seule fois que je suis sortie, c'est déguisée en homme, histoire de rigoler plutôt. Et ma chance, qui me suit partout, a voulu que la première personne dans les pattes de qui je me suis fourrée soit votre youpin d'ami, Bloch. Mais je ne pense pas que ce soit par lui que vous ayez su que le voyage à Balbec n'a jamais existé que dans mon imagination, car il a eu l'air de ne pas me reconnaître. Je ne savais que dire. Ne voulant pas paraître étonnée, et écrasée par tant de mensonges, à un sentiment d'horreur qui ne me faisait pas désirer de chasser Albertine, au contraire, s'ajoutait une extrême envie de pleurer. Celle-ci était causée non pas par le mensonge lui-même, et par l'anéantissement de tout ce que j'avais tellement cru vrai, que je me sentais comme dans une ville rasée où pas une maison ne subsiste, où le sol nu est seulement bossué de décombres, mais par cette mélancolie, que pendant ces 3 jours passés à s'ennuyer chez son amie d'Auteuil, Albertine n'ait pas une fois eu le désir, peut-être même pas l'idée, de venir passer en cachette un jour chez moi, ou par un petit bleu de me demander d'aller la voir à Auteuil. Mais je n'avais pas le temps de m'adonner à ces pensées. Je ne voulais surtout pas paraître étonnée. Je souris, de l'air de quelqu'un qui en sait plus long qu'il ne le dit. Mais ceci est une chose entre mille. Ainsi, tenez, vous saviez que mademoiselle Vinteuil devait venir chez madame Verdurin cet après-midi, quand vous êtes allé au Trocadéro. Elle rougit. Oui, je le savais. Pouvez-vous me jurer que ce n'était pas pour avoir des relations avec elle que vous vouliez aller chez les Verdurin? Bien sûr que je peux vous le jurer. Pourquoi ravoir? Je n'en ai jamais eu, je vous le jure. J'étais navrée d'entendre Albertine me mentir ainsi, me nier l'évidence, que sa rougeur m'avait trop avouée. Sa fausseté me navrait. Et pourtant, comme elle contenait une protestation d'innocence, que sans m'en rendre compte j'étais prête à croire, elle me fit moins de mal que sa sincérité qu'en lui ayant demandé « Pouvez-vous du moins me jurer que le plaisir de revoir mademoiselle Vinteuil n'entrait pour rien dans votre désir d'aller à cette matinée des Verdurins ?» Elle me répondit « Non, cela, je ne peux pas le jurer. Cela me faisait un grand plaisir de revoir mademoiselle Vinteuil. » Une seconde avant, je lui en voulais de dissimuler ses relations avec mademoiselle Vinteuil. Et maintenant, l'aveu du plaisir qu'elle aurait eu à la revoir me cassait bras et jambes. D'ailleurs, sa façon mystérieuse de vouloir aller chez les Verdurins eût dû m'être une preuve suffisante. Mais je n'y avais plus assez pensé. Quoique me disant même la vérité, pourquoi n'avouait-elle qu'à moitié? C'était encore plus bête que méchant et que triste. J'étais tellement écrasée que je n'eus pas le courage d'insister là-dessus. Ou je n'avais pas le beau rôle, n'ayant pas de documents révélateurs à produire. Et pour ressaisir mon ascendant, je me hâtais de passer à un sujet qui allait me permettre de mettre en déroute Albertine. Tenez, pas plus tard que ce soir, chez les Verdurins, j'ai appris que ce que vous m'aviez dit sur mademoiselle Vinteuil... Albertine me regardait fixement, d'un air tourmenté, tâchant de lire dans mes yeux ce que je savais. Or, ce que je savais, et que j'allais lui dire, c'est sur ce qu'était mademoiselle Vinteuil. Il est vrai que ce n'était pas chez les Verdurins que je l'avais appris, mais à Montjouvin autrefois. Seulement, comme je n'en avais exprès jamais parlé à Albertine, je pouvais avoir l'air de le savoir de ce soir seulement. Et j'eus presque de la joie, après avoir eu
dans le petit tram tant de souffrance, de posséder ce souvenir de Montjouvin que je poste d'attrait, mais qui n'en serait pas moins la preuve accablante. Un coup de massue pour Albertine. Cette fois-ci au moins, je n'avais pas besoin d'avoir l'air de savoir et de faire parler Albertine. Je savais. J'avais vu par la fenêtre éclairée de Montjouvin. Albertine avait eu beau me dire que ses relations avec mademoiselle Vinteuil et son amie avaient été très pures, comment pourrait-elle, quand je lui jurerais, et lui jurerais sans mentir, que je connaissais les mœurs de ces deux femmes, comment pourrait-elle soutenir qu'ayant vécu dans une intimité quotidienne avec elles, les appelant mes grandes sœurs, elles n'avaient pas été, de leur part, l'objet de propositions qui l'auraient fait rompre avec elles? Si, au contraire, elle ne les avait acceptées. Mais je n'eus pas le temps de dire ce que je savais. Albertine, croyant, comme pour le faux voyage à Balbec, que j'avais appris la vérité, soit par mademoiselle Vinteuil, si elle avait été chez les Verdurin, soit par madame Verdurin tout simplement, qui avait pu parler d'elle à mademoiselle Vinteuil, ne me laissa pas prendre la parole, et me fit un aveu exactement contraire de celui que j'avais cru, mais qui, en me démontrant qu'elle n'avait jamais cessé de me mentir, me fit peut-être autant de peine. Surtout parce que je n'en étais plus, comme j'ai dit tout à l'heure, jaloux de mademoiselle Vinteuil. Donc, prenons les devants, Albertine parla ainsi. « Vous voulez dire que vous avez appris ce soir que je vous ai menti, quand j'ai prétendu avoir été à moitié élevée par l'amie de mademoiselle Vinteuil? C'est vrai que je vous ai un peu menti, mais je me sentais si dédaignée par vous. Je vous voyais aussi si enflammée pour la musique de ce Vinteuil que, comme une de mes camarades, ça c'est vrai, je vous le jure, avait été l'amie de mademoiselle Vinteuil, j'ai cru bêtement me rendre intéressante à vos yeux en inventant que j'avais beaucoup connu ces jeunes filles. Je sentais que je vous ennuyais, que vous me trouviez bécasse. J'ai pensé qu'en vous disant que ces gens-là m'avaient fréquenté, je pourrais très bien vous donner des détails sur les œuvres de Vinteuil. Je prendrais un petit peu de prestige à vos yeux, que cela nous rapprocherait. Quand je vous mens, c'est toujours par amitié pour vous. Et il a fallu cette fatale soirée Verdurin pour que vous appreniez la vérité, qu'on a peut-être exagérée du reste. Je parie que l'amie de mademoiselle Vinteuil vous aura dit qu'elle ne me connaissait pas. Elle m'a vue au moins 2 fois chez ma camarade. Mais naturellement, je ne suis pas assez chic pour des gens qui sont devenus si célèbres. Ils préfèrent dire qu'ils ne m'ont jamais vue. Pauvre Albertine. Quand elle avait cru que de me dire qu'elle avait été si liée avec l'amie de mademoiselle Vinteuil retarderait son plaquage, la rapprocherait de moi, elle avait, comme il arrive souvent, atteint la vérité par un autre chemin que celui qu'elle avait voulu prendre. Se montrer plus renseignée sur la musique que je ne l'aurais cru ne m'aurait nullement empêché de rompre avec elle ce soir-là dans le petit tram. Et pourtant, c'était bien cette phrase qu'elle avait dite dans ce but qui avait immédiatement amené bien plus que l'impossibilité de rompre. Seulement, elle faisait une erreur d'interprétation, non sur l'effet que devait avoir cette phrase, mais sur la cause, en vertu de laquelle elle devait produire cet effet, cause qui était non pas d'apprendre sa culture musicale, mais ses mauvaises relations. Ce qui m'avait brusquement rapproché d'elle, bien plus, fondu en elle, ce n'était pas l'attente d'un plaisir, et un plaisir est encore trop dire, un léger agrément, c'était l'étreinte d'une douleur. Cette fois-ci encore, je n'avais pas le temps de garder un trop long silence, qui eût pu lui laisser supposer de l'étonnement. Aussi, touchée qu'elle fût si modeste, et se crut dédaignée dans le milieu Verdurin, je lui dis tendrement « Mais ma chérie, je vous donnerais bien volontiers quelques centaines de francs pour que vous alliez faire où vous voudriez la dame chic, et que vous invitiez à un beau dîner monsieur et madame Verdurin. » Hélas,
Albertine était plusieurs personnes. La plus mystérieuse, la plus simple, la plus atroce se montra dans la réponse qu'elle me fit d'un air de dégoût. Et dont, à dire vrai, je ne distinguais pas bien les mots. Même les mots du commencement, puisqu'elle ne termina pas. Je ne les rétablis qu'un peu plus tard, quand j'eus deviné sa pensée. On entend rétrospectivement quand on a compris. Oh, grand merci, dépenser 1 sou pour ces vieux-là? J'aime bien mieux que vous me laissiez une fois libre pour que j'aille me faire casser. Aussitôt dit, sa figure s'empourpra, elle eut l'air navrée, elle mit sa main devant sa bouche comme si elle avait pu faire rentrer les mots qu'elle venait de dire et que je n'avais pas du tout compris. « Qu'est-ce que vous dites, Albertine ?»« Non, rien. Je m'endormais à moitié. »« Mais pas du tout. Vous êtes très réveillée. »« Ah, je pensais au dîner Verdurin. C'est très gentil de votre part. »« Mais non, je parle de ce que vous avez dit. » Elle me donna 1000 explications qui ne cadraient nullement. Je ne dis même pas avec ces paroles qui, interrompues, restaient vagues, mais avec cette interruption même et la rougeur subite qui l'avait accompagnée. « Voyons, mon chéri, ce n'est pas cela que vous voulez dire. Sans quoi, pourquoi vous seriez-vous arrêté ?»« Parce que je trouvais ma demande indiscrète. »« Quelle demande ? De donner un dîner ? » ?»« Mais non, ce n'est pas cela. Il n'y a pas de discrétion à faire entre nous. Mais si, au contraire. Il ne faut pas abuser des gens qu'on aime. En tout cas, je vous jure que c'est cela. » D'une part, il m'était toujours impossible de douter d'un serment d'elle. D'autre part, ses explications ne satisfaisaient pas ma raison. Je ne cessais pas d'insister. « Enfin, au moins ayez le courage de finir votre phrase. Vous en êtes resté à casser. »« Ah non, laissez-moi. Mais pourquoi ? Parce que c'est affreusement vulgaire. J'aurais trop de honte à dire ça devant vous. Je ne sais pas à quoi je pensais. Ces mots dont je ne sais même pas le sens et que j'avais entendus un jour dans la rue dites par des gens très orduriers me sont venus à la bouche sans rime ni raison. Ça ne se rapporte ni à moi ni à personne. Je rêvais tout haut. » Je sentis que je ne tirerais plus rien d'Albertine. Elle m'avait menti quand elle m'avait juré tout à l'heure que ce qui l'avait arrêtée, c'était une crainte mondaine d'indiscrétion, devenue maintenant la honte de tenir devant moi un propos trop vulgaire. Or, c'était certainement un second mensonge. Car quand nous étions ensemble avec Albertine, il n'y avait pas de propos si pervers, de mots si grossiers que nous les prononcions, tout en nous caressant. En tout cas, il était inutile d'insister en ce moment. Ma mémoire restait obsédée par ce mot « casser ». Albertine disait souvent « casser du bois »,« casser du sucre sur quelqu'un » ou tout court « ah, ce que je lui en ai cassé » pour dire ce que je l'ai injurié. Mais elle disait cela couramment devant moi, et si c'est cela qu'elle voulait dire, pourquoi s'était-elle tue brusquement ? Pourquoi avait-elle rougi si fort, mis ses mains sur sa bouche, refait tout autrement sa phrase, et quand elle avait vu que j'avais bien entendu casser, donné une fausse explication. Mais du moment que je renonçais à poursuivre un interrogatoire où je ne recevais pas de réponse, le mieux était d'avoir l'air de ne plus y penser, et revenant par la pensée au reproche qu'Albertine m'avait fait d'être allée chez la patronne, je lui dis fort gauchement, ce qui était comme une espèce d'excuse stupide, « J'avais justement voulu vous demander de venir ce soir à la soirée des Verdurins. » Phrase doublement maladroite, car si je voulais, l'ayant vu tout le temps, pourquoi ne le lui aurais-je pas proposé ? Furieuse de mon mensonge et enhardie par ma timidité, « Vous me l'auriez demandé pendant 1000 ans, me dit-elle, que je n'aurais pas consenti. Ce sont des gens qui ont toujours été contre moi. »
Ils ont tout fait pour me contrarier. Il n'y a pas de gentillesse que je n'ai eue pour madame Verdurin à Balbec. J'en ai été joliment récompensée. Elle me ferait demander à son lit de mort que je n'irais pas. Il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Quant à vous, c'est la première indélicatesse que vous me faites. Quand Françoise m'a dit que vous étiez sortie, elle était contente, allez, de me le dire. J'aurais mieux aimé qu'on me fende la tête par le milieu. J'ai tâché qu'on ne remarque rien, mais de ma vie, je n'ai jamais ressenti un affront pareil. Pendant qu'elle me parlait, se poursuivait en moi dans le sommeil fort vivant et créateur de l'inconscient, sommeil où achèvent de se graver les choses qui nous effleurent seulement, où les mains endormies se saisissent de la clé qui ouvre vainement cherchée jusque-là, la recherche de ce qu'elle avait voulu dire, par la phrase interrompue dont j'aurais voulu savoir quelle eût été la fin. Et tout d'un coup, 2 mots atroces auxquels je n'avais nullement songé tombèrent sur moi. Le pot. Je ne peux pas dire qu'ils vinrent d'un seul coup. Comme quand, dans une longue soumission passive à un souvenir incomplet, tout en tâchant doucement, prudemment de l'étendre, on reste plié, collé à lui. Non. Contrairement à ma manière habituelle de me souvenir, il y eut, je crois, 2 voies parallèles de recherche. L'une tenait compte non pas seulement de la phrase d'Albertine, mais de son regard excédé, quand je lui avais proposé un don d'argent pour donner un beau dîner. Un regard qui semblait dire « Merci, dépenser de l'argent pour des choses qui m'embêtent, quand sans argent je pourrais en faire qui m'amusent. » Et c'est peut-être le souvenir de ce regard qu'elle avait eu qui me fit changer de méthode pour trouver la fin de ce qu'elle avait voulu dire. Jusque-là, je m'étais hypnotisée sur le dernier mot « casser ». Elle avait voulu dire « casser quoi » ? Casser du bois ? Non. Du sucre ? Non. Casser, casser, casser. Et tout à coup, le regard qu'elle avait eu au moment de ma proposition qu'elle donna un dîner me fit rétrograder aussi dans les mots de sa phrase, et aussitôt je vis qu'elle n'avait pas dit casser, mais me faire casser. Horreur. C'était cela qu'elle aurait préféré. Double horreur, car même la dernière des grues, et qui consent à cela ou le désir, n'emploie pas avec l'homme qui s'y prête cette affreuse expression. Elle se sentirait par trop avilie. Avec une femme seulement, si elle les aime, elle dit cela pour s'excuser de se donner tout à l'heure à un homme. Albertine n'avait pas menti quand elle m'avait dit qu'elle rêvait à moitié. Distraite, impulsive, ne songeant pas qu'elle était avec moi, elle avait eu le haussement d'épaule, elle avait commencé de parler comme elle eût fait avec une de ses femmes, avec peut-être une de mes jeunes filles en fleurs, et brusquement, rappelée à la réalité, rouge de honte, renfonçant ce qu'elle allait dire dans sa bouche, désespérée, elle n'avait plus voulu prononcer un seul mot. Je n'avais pas une seconde à perdre, si je ne voulais pas qu'elle s'aperçût du désespoir où j'étais. Mais déjà, après le sursaut de rage, les larmes me venaient aux yeux. Comme à Balbec, la nuit qui avait suivi sa révélation de son amitié avec les Vinteuil. Il me fallait inventer immédiatement pour mon chagrin une cause plausible, en même temps capable de produire un effet si profond sur Albertine, que cela me donna un répit de quelques jours avant de prendre une décision. Aussi, au moment où elle me disait qu'elle n'avait jamais éprouvé un affront pareil à celui que je lui avais infligé en sortant, qu'elle aurait mieux aimé mourir que s'entendre dire cela par Françoise, et comme, agacée de sa risible susceptibilité, j'allais lui dire que ce que j'avais fait était bien insignifiant, que cela n'avait rien de froissant pour elle que je fusse sortie, comme, pendant ce temps-là, parallèlement, ma recherche inconsciente de ce qu'elle avait voulu dire après le mot cassé avait abouti, et que le désespoir où ma découverte me jetait n'était pas possible à cacher complètement, au lieu de me défendre, je m'accusais. Ma petite Albertine, lui dis-je d'un ton doux que gagnaient mes premières larmes.
Je pourrais vous dire que vous avez tort, que ce que j'ai fait n'est rien, mais je mentirais. C'est vous qui avez raison. Vous avez compris la vérité, mon pauvre petit. C'est qu'il y a 6 mois, c'est qu'il y a 3 mois, quand j'avais encore tant d'amitié pour vous, jamais je n'eusse fait cela. C'est un rien et c'est énorme. À cause de l'immense changement dans mon cœur, dont cela est le signe. Et puisque vous avez deviné ce changement, que j'espérais vous cacher, cela m'amène à vous dire ceci. Ma petite Albertine, et je le dis avec une douceur et une tristesse profonde, voyez-vous, la vie que vous menez ici est ennuyeuse pour vous. Il vaut mieux nous quitter. Et comme les séparations les meilleures sont celles qui s'effectuent le plus rapidement, je vous demande, pour abréger le grand chagrin que je vais avoir, de me dire adieu ce soir et de partir demain matin, sans que je vous ai revu, pendant que je dormirai. Elle parut stupéfaite, encore incrédule et déjà désolée. Comment demain? Vous le voulez? Et malgré la souffrance que j'éprouvais à parler de notre séparation, comme déjà entrée dans le passé, peut-être en partie à cause de cette souffrance même, je me mis à adresser à Albertine les conseils les plus précis pour certaines choses qu'elle aurait à faire après son départ de la maison. Et de recommandation en recommandation, j'en arrivais bientôt à entrer dans de minutieux détails. Ayez la gentillesse, et dis-je avec une infinie tristesse, de me renvoyer le livre de Bergotte qui est chez votre tante. Cela n'a rien de pressé, dans 3 jours, dans 8 jours, quand vous voudrez. Mais pensez-y, pour que je n'ai pas à vous le faire demander. Cela me ferait trop de mal. Nous avons été heureux. Nous sentons maintenant que nous serions malheureux. Ne dites pas que nous sentons que nous serions malheureux, me dit Albertine en m'interrompant. Ne dites pas « nous ». C'est vous, seul, qui trouvez cela. Oui, vous ou moi, comme vous voudrez, pour une raison ou l'autre. Oh, mais il est une heure folle. Il faut vous coucher. Nous avons décidé de nous quitter ce soir. Pardon. Vous avez décidé, et je vous obéis. Parce que je ne veux pas vous faire de la peine. Soit, c'est moi qui ai décidé. Mais ce n'est pas moins douloureux pour moi. Je ne dis pas que ce sera douloureux longtemps. Vous savez que je n'ai pas la faculté de me souvenir longtemps. Mais les premiers jours, je m'ennuierai tant auprès de vous, après vous. Aussi, je trouve inutile de raviver par des lettres. Il faut finir tout d'un coup. Oui, vous avez raison, me dit-elle d'un air navré, auquel j'ajoutai encore ces traits fléchis par la fatigue de l'heure tardive. Plutôt que de se faire couper un doigt, puis un autre, j'aime mieux donner la tête tout de suite. Oh, mon Dieu, je suis épouvantée en pensant à l'heure à laquelle je vous fais coucher, c'est de la folie. Enfin, pour le dernier soir, vous aurez le temps de dormir tout le reste de la vie. Et ainsi, en lui disant qu'il fallait nous dire bonsoir, je cherchais à retarder le moment où elle me l'eût dit. Voulez-vous, pour vous distraire les premiers jours, que je dise à Bloch de vous envoyer sa cousine Esther à l'endroit où vous serez? Il fera cela pour moi. Je ne sais pas pourquoi vous dites cela. Je le disais pour tâcher d'arracher un aveu à Albertine. Je ne tiens qu'à une seule personne, c'est à vous, me dit Albertine,
dont les paroles me remplirent de douceur. Mais aussitôt, quel mal elle me fit. Je me rappelle très bien que j'ai donné ma photographie à Esther, parce qu'elle insistait beaucoup, et que je voyais que cela lui ferait plaisir. Mais quant à avoir eu de l'amitié pour elle, et à avoir envie de la revoir... Et pourtant Albertine était de caractère si léger qu'elle ajouta « Si elle veut me voir, moi ça m'est égal. Hein. Elle est très gentille, mais je n'y tiens aucunement. » Ainsi, quand je lui avais parlé de la photographie d'Esther que m'avait envoyée Bloch et que je n'avais même pas encore reçue quand j'en avais parlé à Albertine, mon amie avait compris que Bloch m'avait montré une photo d'elle, donnée par elle à Esther. Dans mes pires suppositions, je ne m'étais jamais figuré qu'une pareille intimité avait pu exister entre Albertine et Esther. Albertine n'avait rien trouvé à me répondre quand j'avais parlé de la photographie. Et maintenant, me croyant bien à tort au courant, elle trouvait plus habile d'avouer. J'étais accablée. Et puis, Albertine, je vous demande en grâce une chose, c'est de ne jamais chercher à me revoir. Si jamais, ce qui peut arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, nous nous trouvions dans la même ville, évitez-moi. Et voyant qu'elle ne répondait pas affirmativement à ma prière, « Mon Albertine, ne me revoyez jamais en cette vie. Cela me ferait trop de peine, car j'avais vraiment de l'amitié pour vous, vous savez. Je sais bien que quand je vous ai raconté l'autre jour que je voulais revoir l'ami dont nous avions parlé à Balbec, vous avez cru que c'était arrangé. Mais non, je vous assure que cela m'était bien égal. Vous êtes persuadé que j'avais résolu depuis longtemps de vous quitter, que ma tendresse était une comédie. Mais non, vous êtes fou, je ne l'ai pas cru, dit-elle tristement. Vous avez raison, il ne faut pas le croire. Je vous aimais vraiment. Pas d'amour peut-être, mais de grande, de très grande amitié, plus que vous ne pouvez croire. Ben si, je le crois. Et si vous vous figurez que moi je ne vous aime pas, cela me fait une grande peine de vous quitter. Et moi 1000 fois plus grande, me répondit Albertine. Et déjà, depuis un moment, je sentais que je ne pouvais plus retenir mes larmes qui montaient à mes yeux. Et ces larmes ne venaient pas du tout du même genre de tristesse que j'éprouvais jadis quand je disais à Gilberte « Il vaut mieux que nous ne nous voyions plus, la vie nous sépare ». Sans doute quand j'écrivais cela à Gilberte, je me disais quand j'aimerais, non plus elle mais une autre, l'excès de mon amour diminuerait celui que j'aurais peut-être pu inspirer, comme s'il y avait fatalement entre 2 êtres une certaine quantité d'amour disponible, où le trop pris par l'un est retiré à l'autre, et que de l'autre aussi, comme de Gilberte, je serais condamnée à me séparer. Mais la situation était toute différente pour bien des raisons, dont la première, qui avait à son tour produit les autres, était que ce défaut de volonté que ma grand-mère et ma mère avaient redouté pour moi à Combray, volonté devant laquelle l'une et l'autre, tant un malade a d'énergie pour imposer sa faiblesse, avaient successivement capitulé, ce défaut de volonté avait été en s'aggravant d'une façon de plus en plus rapide. Quand j'avais senti que ma présence fatiguait Gilberte, j'avais encore assez de force pour renoncer à elle. Je n'en avais plus quand j'avais fait la même constatation pour Albertine. Et je ne songeais qu'à la retenir à tout prix. De sorte que, si j'écrivais à Gilberte que je ne la verrais plus, et dans l'intention de ne plus la voir, en effet, je ne le disais à Albertine que par pur mensonge, et pour amener une réconciliation. Ainsi, nous présentions-nous l'un à l'autre une apparence qui était bien différente de la réalité. Et sans doute, il en est toujours ainsi quand 2 êtres sont face à face, puisque chacun d'eux ignore une partie de ce qui est dans l'autre. Même ce qu'il sait, il ne peut en partie le comprendre. Et que tous deux manifestent ce qui leur est le moins personnel, soit qu'ils n'aient pas démêlé eux-mêmes et jugent négligeable ce qui l'est le plus, soit que des avantages insignifiants
et qui ne tiennent pas à eux leur semble plus important et plus flatteur. Mais dans l'amour, ce malentendu est porté au degré suprême, parce que, sauf peut-être quand on est enfant, on tâche que l'apparence qu'on prend, plutôt que de refléter exactement notre pensée, soit ce que cette pensée juge le plus propre à nous faire obtenir ce que nous désirons, et qui pour moi, depuis que j'étais rentrée, était de pouvoir garder Albertine aussi docile que par le passé, qu'elle ne me demandât pas, dans son irritation, une liberté plus grande que je souhaitais lui donner un jour, mais qui, en ce moment où j'avais peur de ses velléités d'indépendance, m'eût rendu trop jaloux. À partir d'un certain âge, par amour-propre et par sagacité, ce sont les choses qu'on désire le plus, auxquelles on a l'air de ne pas tenir. Mais en amour, la simple sagacité, qui d'ailleurs n'est probablement pas la vraie sagesse, nous force assez vite à ce génie de duplicité. Tout ce que j'avais rêvé, enfant, de plus doux dans l'amour, et qui me semblait de son essence même, c'était, devant celle que j'aimais, d'épancher librement ma tendresse, ma reconnaissance pour sa bonté, mon désir d'une perpétuelle vie commune. Mais je m'étais trop bien rendu compte, par ma propre expérience et d'après celle de mes amis, que l'expression de tels sentiments est loin d'être contagieuse. Une fois qu'on a remarqué cela, on ne se laisse plus aller. Je m'étais gardée dans l'après-midi de dire à Albertine toute la reconnaissance que je lui avais de ne pas être restée au Trocadéro. Et ce soir, ayant eu peur qu'elle me quittât, j'avais feint de désirer la quitter. Feinte qui ne m'était pas seulement dictée d'ailleurs par les enseignements que j'avais cru recueillir de mes amours précédentes et dont j'essayais de faire profiter celui-ci. Cette peur qu'Albertine alla peut-être me dire « Je veux certaines heures où je sorte, je veux pouvoir m'absenter 24 heures », enfin je ne sais quelle demande de la sorte que je ne cherchais pas à définir mais qui m'épouvantait, cette crainte m'avait un instant effleurée avant et pendant la soirée Verdurin. Mais elle s'était dissipée, contredite, d'ailleurs par le souvenir de tout ce qu'Albertine me disait sans cesse de son bonheur à la maison. L'intention de me quitter, si elle existait chez Albertine, ne se manifestait que d'une façon obscure, par certains regards tristes, certaines impatiences, des phrases qui ne voulaient nullement dire cela, mais qui, si on raisonnait, et on n'avait même pas besoin de raisonner, car on comprend immédiatement ce langage de la passion, les gens du peuple eux-mêmes comprennent ces phrases, qui ne peuvent s'expliquer que par la vanité, la rancune, la jalousie d'ailleurs inexprimée, mais que dépistent aussitôt chez l'interlocuteur une faculté intuitive, qui, comme ce bon sens dont parle Descartes, est la chose du monde la plus répandue, révélait la présence en elle d'un sentiment qu'elle cachait et qui pouvait la conduire à faire des plans pour une autre vie sans moi. De même que cette intention ne s'exprimait pas dans ses paroles d'une façon logique, de même le pressentiment de cette intention que j'avais pu depuis ce soir restait en moi tout aussi vague. Je continuais à vivre sur l'hypothèse qui admettait pour vrai tout ce que me disait Albertine. Mais il se peut qu'en moi, pendant ce temps-là, une hypothèse toute contraire et à laquelle je ne voulais pas penser ne me quitta pas. Cela est d'autant plus probable que sans cela, je n'eusse nullement été gênée de dire à Albertine que j'étais allée chez les Verdurin, et que sans cela, le peu d'étonnement que me causa sa colère n'eût pas été compréhensible. De sorte que ce qui vivait probablement en moi, c'était l'idée d'une Albertine entièrement contraire à celle que ma raison s'en faisait, à celle aussi que ses paroles à elle dépeignaient. Une Albertine pourtant pas absolument inventée, puisqu'elle était comme un miroir antérieur de certains mouvements qui se produisirent chez elle, comme sa mauvaise humeur que je fusse allée chez les Verdurin.
D'ailleurs, depuis longtemps, mes angoisses fréquentes, ma peur de dire à Albertine que je l'aimais, tout cela correspondait à une autre hypothèse, qui expliquait bien plus de choses, et avait aussi cela pour elle que si on adoptait la première, la deuxième devenait plus probable. Car en me laissant aller à des effusions de tendresse avec Albertine, je n'obtenais d'elle qu'une irritation, à laquelle d'ailleurs elle assignait une autre cause. En analysant d'après cela, d'après le système invariable de riposte, dépeignant exactement le contraire de ce que j'éprouvais, je peux être assuré que si ce soir-là, je lui dis que j'allais la quitter, c'était, même avant que je m'en fusse rendu compte, parce que j'avais peur qu'elle voulût une liberté. Je n'aurais pas trop su dire quelle était cette liberté qui me faisait trembler, mais enfin une liberté telle qu'elle eût pu me tromper, ou du moins que je n'aurais plus pu être certain qu'elle ne me trompa pas, et que je voulais lui montrer, par orgueil, par habileté, que j'étais bien loin de craindre cela, comme déjà à Balbec, quand je voulais qu'elle eût une haute idée de moi, et, plus tard, quand je voulais qu'elle n'eût pas le temps de s'ennuyer avec moi. Enfin, pour l'objection qu'on pourrait opposer à cette deuxième hypothèse, l'informuler, que tout ce qu'Albertine me disait toujours signifiait, au contraire, que sa vie préférée était la vie chez moi, le repos, la lecture, la solitude, la haine des amours saphiques. Il serait inutile de s'y arrêter. Car si de son côté, Albertine avait voulu juger de ce que j'éprouvais par ce que je lui disais, elle aurait appris exactement le contraire de la vérité, puisque je ne manifestais jamais le désir de la quitter que quand je ne pouvais pas me passer d'elle, et qu'à Balbec je lui avais avoué aimer une autre femme, une fois André, une autre fois une personne mystérieuse, les 2 fois où la jalousie m'avait rendu de l'amour pour Albertine. Mes paroles ne reflétaient donc nullement mes sentiments. Si le lecteur n'en a que l'impression assez faible, c'est qu'étant narrateur, je lui expose mes sentiments en même temps que je lui répète mes paroles. Mais si je lui cachais les premiers, et s'il connaissait seulement les secondes, mes actes, si peu en rapport avec elle, lui donneraient si souvent l'impression d'étranges revirements qu'il me croirait à peu près fou. Procédé qui ne serait pas, du reste, beaucoup plus faux que celui que j'ai adopté. Car les images qui me faisaient agir, si opposées à celles qui se peignaient dans mes paroles, étaient à ce moment-là fort obscures. Je ne connaissais qu'imparfaitement la nature, suivant laquelle j'agissais. Aujourd'hui, j'en connaissais clairement la vérité subjective. Quant à sa vérité objective, c'est-à-dire si les inclinations de cette nature saisissaient plus exactement que mon raisonnement les intentions véritables d'Albertine, si j'ai eu raison de me fier à cette nature, et si au contraire elle n'a pas altéré les intentions d'Albertine au lieu de les démêler, c'est ce qui m'est difficile de dire. Cette crainte vague, éprouvée par moi chez les Verdurins, qu'Albertine me quittât, s'était d'abord dissipée. Quand j'étais rentrée, ça avait été avec le sentiment d'être un prisonnier, nullement de retrouver une prisonnière. Mais la crainte dissipée m'avait ressaisie avec plus de force. Quant au moment où j'avais annoncé à Albertine que j'étais allée chez les Verdurins, j'avais vu se superposer à son visage une apparence d'énigmatique irritation, qui n'y affleurait pas du reste pour la première fois. Je savais bien qu'elle n'était que la cristallisation dans la chair des griefs raisonnés, d'idées claires pour l'être qui les forme et qui l'était, synthèse devenue visible, mais non plus rationnelle, et que celui qui en recueille le précieux résidu sur le visage de l'être aimé essaye à son tour, pour comprendre ce qui se passe en celui-ci, de ramener par l'analyse à ses sentiments intellectuels l'équation approximative de cet inconnu qu'était pour moi la pensée d'Albertine,
m'avait à peu près donné, je savais ses soupçons. J'étais sûre qu'il chercherait à les vérifier, et pour que je ne puisse pas le gêner, il a fait tout son petit travail en cachette. Mais si c'est avec de telles idées qu'elle ne m'avait jamais exprimé que vivait Albertine, ne devait-elle pas prendre en horreur, n'avoir plus la force de mener? Ne pouvait-elle pas d'un jour à l'autre décider de cesser une existence où, si elle était au moins de désir coupable, elle se sentait devinée, traquée, empêchée de se livrer jamais à ses goûts, sans que ma jalousie en fût désarmée? Ou si elle était innocente d'intention et de fait, elle avait le droit, depuis quelque temps, de se sentir découragée, en voyant que depuis Balbec, où elle avait mis tant de persévérance à éviter de jamais rester seule avec André, jusqu'à aujourd'hui, où elle avait renoncé à aller chez les Verdurins et à rester au Trocadéro, elle n'avait pas réussi à regagner ma confiance. D'autant plus que je ne pouvais pas dire que sa tenue ne fût parfaite. Si, à Balbec, quand on parlait de jeunes filles qui avaient mauvais genre, elle avait eu souvent des rires, des déploiements de corps, des imitations de leur genre qui me torturaient, à cause de ce que je supposais que cela signifiait pour ses amis, depuis qu'elle savait mon opinion là-dessus, dès qu'on faisait allusion à ce genre de choses, elle cessait de prendre part à la conversation, non seulement avec la parole, mais avec l'expression du visage. Soit pour ne pas contribuer aux malveillances qu'on disait sur telle ou telle, soit pour toute autre raison. La seule chose qui frappait alors, dans ces traits si immobiles, c'est qu'à partir du moment où on avait effleuré ce sujet, il avait témoigné de leur distraction en gardant exactement l'expression qu'ils avaient un instant avant. Et cette immobilité d'une expression même légère pesait comme un silence. Il lui était impossible de dire qu'elle blâma, qu'elle approuva, qu'elle connût ou non ces choses. Chacun de ces traits n'était plus en rapport avec un autre de ces traits. Son nez, sa bouche, ses yeux formaient une harmonie parfaite, isolée du reste. Elle avait l'air d'un pastel, et de ne pas plus avoir entendu ce qu'on venait de dire que si on l'avait dit devant un portrait de Latour. Mon esclavage, encore perçu par moi quand, en donnant au cocher l'adresse de Brichot, j'avais vu la lumière de la fenêtre, avait cessé de me peser peu après. Quand j'avais vu qu'Albertine avait l'air de sentir si cruellement le sien. Et pour qu'il lui parût moins lourd, qu'elle n'eût pas l'idée de le rompre d'elle-même, le plus habile m'avait semblé de lui donner l'impression qu'il n'était pas définitif et que je souhaitais moi-même qu'il prît fin. Voyant que ma feinte avait réussi, j'aurais pu me trouver heureux. D'abord parce que ce que j'avais tant redouté, la volonté que je supposais à Albertine de partir, se trouvait écartée. Et ensuite parce que, en dehors même du résultat visé, et en lui-même le succès de ma feinte, en prouvant que je n'étais pas absolument pour Albertine un amant dédaigné, un jaloux bafoué, dont toutes les ruses sont d'avance percées à jour, redonnait à notre amour une espèce de virginité, faisait renaître pour lui le temps où elle prouvait encore, à Balbec, croire si facilement que j'en aimais une autre. Car elle ne l'aurait sans doute pas cru. Mais elle ajoutait foi à mon intention simulée de nous séparer à tout jamais ce soir. Elle avait l'air de se méfier que la cause en pût être chez les Verdurins. Par un besoin d'apaiser le trouble où me mettait ma simulation de rupture, je lui dis « Albertine, pouvez-vous me jurer que vous ne m'avez jamais menti ?» Elle regarda fixement dans le vide, puis répondit « Oui, c'est-à-dire non. J'ai eu tort de vous dire
qu'André avait été très emballé sur Bloch. Nous ne l'avions pas vu. Mais alors pourquoi? Parce que j'avais peur que vous ne croyiez d'autres choses d'elle. C'est tout. Je lui dis que j'avais vu un auteur dramatique très ami de Léa, à qui elle avait dit d'étranges choses. Je pensais par là lui faire croire que j'en savais plus long que je ne disais sur l'ami de la cousine de Bloch. Elle regarda encore dans le vide et me dit « J'ai eu tort en vous parlant tout à l'heure de Léa, de vous cacher un voyage de 3 semaines que j'ai fait avec elle. Mais je vous connaissais si peu à l'époque où il a eu lieu. » C'était avant Balbec? Avant le second, oui. Et le matin même, elle m'avait dit qu'elle ne connaissait pas Léa. Et il y avait un instant qu'elle ne l'avait vue que dans sa loge. Je regardais une flambée brûler d'un seul coup, un roman que j'avais mis des millions de minutes à écrire. À quoi bon? À quoi bon? Certes, je comprenais bien que ces faits, Albertine me les révélait parce qu'elle pensait que je les avais appris directement de Léa, et qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il n'en existât pas une centaine de pareils. Je comprenais aussi que les paroles d'Albertine, quand on l'interrogeait, ne contenaient jamais un atome de vérité, que la vérité, elle ne la laissait échapper que malgré elle, comme un brusque mélange qui se faisait en elle entre les faits qu'elle était jusque-là décidée à cacher et la croyance qu'on avait eu connaissance. Mais 2 choses, ce n'est rien, dis-je à Albertine. Allons jusqu'à 4, pour que vous me laissiez des souvenirs. Qu'est-ce que vous pouvez me révéler d'autre? Elle regarda encore dans le vide. À quelle croyance à la vie future adaptait-elle le mensonge? Avec quel Dieu, moins coulant qu'elle n'avait cru, essayait-elle de s'arranger? Ce ne dut pas être commode, car son silence et la fixité de son regard durèrent assez longtemps. Non, rien d'autre, finit-elle par dire. Et malgré mon insistance, elle se buta aisément maintenant à rien d'autre. Et quel mensonge! Car du moment qu'elle avait ses goûts, jusqu'au jour où elle avait été enfermée chez moi, combien de fois, dans combien de demeures, de promenades elle avait dû les satisfaire. Les Gomoréennes sont à la fois assez rares et assez nombreuses pour que, dans quelque foule que ce soit, l'une ne se passe pas inaperçue aux autres, aux yeux de l'autre. Dès lors, le ralliement est facile. Je me souvins avec horreur d'un soir qui, à l'époque, m'avait seulement semblé ridicule. Un de mes amis m'avait invité au restaurant avec sa maîtresse et un autre de mes amis qui avait aussi amené la sienne. Elles ne furent pas longtemps à se comprendre, mais si impatientes de se posséder que dès le potage, les pieds se cherchaient, trouvant souvent le mien. Bientôt les jambes s'entrelacèrent. Mes 2 amis ne voyaient rien, j'étais au supplice. Une des 2 femmes, qui n'y pouvait tenir, se mit sous la table, disant qu'elle avait laissé tomber quelque chose, puis l'une eut la migraine et demanda à monter au lavabo. L'autre s'aperçut qu'il était l'heure d'aller rejoindre une amie au théâtre. Finalement, je restai seule avec mes 2 amis qui ne se doutaient de rien. La migraineuse redescendit, mais demanda à entrer seule, attendre son amant chez lui afin de prendre un peu d'antipyrine. Elles devinrent très amies, se promenaient ensemble. L'une habillée en homme et qui levait des petites filles et les ramenait chez l'autre, les initiait. L'autre avait un petit garçon dont elle faisait semblant d'être mécontente et le faisait corriger par son ami, qui n'y allait pas de main morte. On peut dire qu'il n'y a pas de lieu, si public qu'il fût,
où elles ne fissent ce qui est le plus secret. Mais Léa a été, tout le temps de ce voyage, parfaitement convenable avec moi, me dit Albertine. Elle était même plus réservée que bien des femmes du monde. Est-ce qu'il y a des femmes du monde qui ont manqué de réserve avec vous, Albertine? Jamais. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, elle était moins libre dans ses expressions. Exemple? Elle n'aurait pas, comme bien des femmes qu'on reçoit, employé le mot embêtant ou le mot se ficher du monde. Il me semblait qu'une partie du roman qui n'avait pas brûlé encore tombait enfin en cendres. Mon découragement aurait duré. Les paroles d'Albertine, quand j'y songeais, y faisaient succéder une colère folle. Elle tomba devant une sorte d'attendrissement. Moi aussi. Depuis que j'étais rentrée et déclarais vouloir rompre, je mentais aussi. Et cette volonté de séparation que je simulais avec persévérance entraînait peu à peu, pour moi, quelque chose de la tristesse que j'aurais éprouvé si j'avais vraiment voulu quitter Albertine. D'ailleurs, même en repensant, par à-coups, par élancement, comme on dit pour les autres douleurs physiques, à cette vie orgiaque qu'avait menée Albertine avant de me connaître, j'admirais davantage la docilité de ma captive et je cessais de lui en vouloir.